Bonjour à tous, je suis Atomis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui fait débat depuis de longues décennies. C'est d'ailleurs l'un des phénomènes encore trop mal connus qui participe à la peur et à la mauvaise réputation des chimistes et de la chimie en général. Aujourd'hui, je vais vous parler radioactivité. Notre histoire commence en 1895. Wilhelm Röntgen, un physicien allemand, découvre les rayons X en étudiant la fluorescence d'un gaz à basse pression. Alors les rayons X, ça correspond en fait à des rayonnements électromagnétiques constitués de photons de haute énergie. Étant donné que ces photons ont beaucoup d'énergie, ils ne sont pas visibles par notre œil. Et c'est pour ça que les rayons X sont totalement invisibles à l'œil nu. Mais le thème des rayons X est un thème assez important. Aussi, je ne vais pas trop le détailler ici, j'en parlerai certainement dans une autre vidéo. Alors pour faire simple, ces rayons X ont permis à Röntgen d'imprimer l'image du squelette d'une main sur une plaque photographique. C'est devenu le principe de la radio médicale. Un an plus tard, en 1896, le français Henri Becquerel prend connaissance des résultats de Röntgen. Étant donné qu'à ce moment-là, Becquerel travaillait sur la fluorescence et la phosphorescence des sels d'uranium, il a voulu vérifier que la phosphorescence et la fluorescence de ces sels d'uranium n'étaient pas dues aux rayons X de Röntgen. Alors la phosphorescence, vous devez très bien savoir ce que c'est l'incontournable pour les enfants. En fait, c'est tout simplement la capacité d'un corps à émettre de la lumière après avoir été exposé à la lumière du soleil. Mais ce qu'il y a à retenir ici concernant ce sujet, c'est que la phosphorescence, ça ne dure qu'un temps, ça ne peut pas durer indéfiniment. Concernant les expériences de Becquerel, il va tout simplement prendre ces sels d'uranium, les exposer au soleil, puis les placer dans le noir en face d'une plaque photographique. Il fera ensuite pareil en les exposant non pas au soleil, mais aux rayons X, afin de voir s'il y a une différence. Et puis malheureusement, un jour, il fait super moche dehors, il n'y a pas un pet de soleil. Donc Becquerel va prendre ces échantillons et les replacer dans un tiroir afin qu'ils ne soient absolument pas exposés à la lumière. Évidemment, dans ce tiroir, il y avait une plaque photographique vierge recouverte d'un papier noir afin de la protéger de toute émission lumineuse. Alors, comme vous pouvez vous en douter, quelques jours plus tard, quand Becquerel a voulu l'utiliser, il l'a sorti, a enlevé la feuille protectrice et a constaté avec stupeur qu'il y avait une image sur la plaque photographique. Évidemment, l'image se trouvait pile à l'endroit où il avait posé ses sels. On parle de ces sels-là, on est bien d'accord. Cette image, elle représente le rayonnement émis par les sels d'uranium sans qu'ils aient eu besoin d'être exposés au soleil. Il ne s'agissait donc ni d'un phénomène de fluorescence, ni d'un phénomène de phosphorescence. Il appela donc ce rayonnement le rayonnement uranique. Il faut bien se rendre compte qu'on est à la fin du 19e siècle. L'électron ne sera découvert qu'un an plus tard. Absolument personne ne savait qu'il existait des rayonnements invisibles. Bon, revenons à notre histoire. Alors, vous en avez très certainement entendu parler, mais Marie Curie, une physicienne et chimiste polonaise, mais naturalisée française, a décidé de reprendre les travaux d'Henri Becquerel sur les rayons uraniques. Elle a alors testé beaucoup de minerais et a découvert que les sels d'uranium n'étaient absolument pas les seuls à pouvoir émettre ces rayonnements. C'était notamment le cas du thorium. Elle a alors posé ses miches sur la table, a présenté ces rayonnements comme étant une propriété à part entière des éléments atomiques et a appelé le phénomène la radioactivité. Alors pourquoi radioactivité? Tout simplement parce que radioactivité, ça vient de radius en latin qui signifie les rayons, donc le rayonnement. Elle a d'ailleurs eu, en 1903, avec Becquerel et son mari, son premier Nobel de physique. Alors je m'arrêterai là côté histoire. On a déjà tous entendu parler de ce qui en a découlé, notamment les Radium Girls qui étaient exposées tous les jours au radium parce que les gens trouvaient ça trop cool d'avoir de la vaisselle et des horloges qui brillent dans le noir. Parce que bon, si c'est cool, en quoi ça pourrait être dangereux, hein? Enfin bref, c'est ce genre de drame qui a donné si mauvaise presse à la radioactivité, alors qu'à la base c'est tout simplement une propriété des atomes comme tant d'autres. Maintenant qu'on sait comment on a pu prouver l'existence de ces rayonnements invisibles et qui ont été les acteurs principaux de cette découverte, on va pouvoir voir un peu plus en détail comment ça se passe. J'en ai parlé dans les dernières vidéos sur l'atome, mais chaque élément du tableau périodique possède des caractéristiques qui lui sont propres et qu'il partage avec d'autres atomes. Et bien, la radioactivité, c'est l'une de ces caractéristiques. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes entourés par la radioactivité, c'est tout à fait naturel. Par contre, attention, tout est radioactif, mais à différentes échelles.
on en reparle dans quelques minutes. Avant de pouvoir expliquer vraiment ce que c'est la radioactivité, il y a une notion à connaître, c'est la notion d'isotope. Un isotope, c'est tout simplement un atome qui a un ou plusieurs neutrons de plus que l'atome de référence. Alors si c'est encore un peu flou pour vous, voici un petit exemple. L'hydrogène. L'hydrogène, il a 3 isotopes différents. Le premier, c'est l'hydrogène classique. Il a un proton et un électron pour rester neutre, mais il n'a aucun neutron. Le second, c'est le deutérium. Lui, il a également un proton et un électron, mais il a un neutron. Et le troisième, c'est le tritium. Celui-là, généralement, les gens ne le connaissent pas trop. Il faut vraiment venir d'un domaine scientifique pour le connaître. Et lui, comme l'hydrogène et le deutérium, il a un proton et un électron. Mais il a 2 neutrons, soit un neutron de plus que le deutérium et 2 neutrons de plus que l'hydrogène. En règle générale, les isotopes d'un atome ont les mêmes propriétés chimiques. Parce qu'en chimie, on s'en fout un peu du nombre de neutrons. Par contre, ils n'ont pas les mêmes propriétés physiques. Parce qu'en physique, on s'en fout pas du nombre de neutrons. À titre de comparaison, l'hydrogène a 3 isotopes. Par contre, l'uranium, que tout le monde connaît, lui a 17 isotopes. Plus précisément, même 17 radioisotopes. Parce qu'ils sont absolument tous radioactifs. Alors on peut se dire, il y a beaucoup d'isotopes, quand même 17 isotopes pour l'uranium, c'est énorme. Mais en fait, dans la nature, on n'en retrouve que 3. On peut retrouver à l'état naturel l'uranium-234, l'uranium-235 et l'uranium-238. Le plus commun des 3 et le plus abondant, c'est l'uranium-238. Les éléments les plus susceptibles d'être radioactifs, ce sont les atomes lourds. Mais alors qu'est-ce que c'est un atome lourd? C'est tout simplement un atome dont le noyau contient beaucoup de protons et de neutrons. Évidemment, imaginez le noyau de l'atome comme un verre d'eau, plus vous le remplirez d'eau, plus il sera lourd. Petit fun fact, l'uranium est l'atome le plus lourd qu'on puisse retrouver dans la nature. Mais alors, pourquoi ce sont les atomes lourds qui sont les plus susceptibles d'être radioactifs? Eh bien, comme je vous ai expliqué dans les vidéos sur l'atome, il s'agit tout simplement d'une histoire de stabilité. On peut par exemple l'illustrer avec cette expérience. Alors dans cette expérience, on va prendre une pastèque qui va tout simplement symboliser notre atome. On va mettre un élastique, un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, etc. jusqu'à mettre l'élastique critique. Alors évidemment, les élastiques dont je parle, il s'agit tout simplement de nucléons. Mais qu'est-ce que c'est un nucléon? Si vous avez bien suivi lors de la dernière vidéo, vous pourrez y répondre. Alors c'est quoi? Et oui, un nucléon, c'est un proton ou un neutron, donc ce qu'on retrouve dans le noyau de l'atome. Quand je parle d'élastique critique, c'est qu'à partir du moment où on va placer cet élastique sur notre pastèque, celle-ci va devenir instable et risquera d'exploser à tout moment. On peut donc rapprocher cette expérience du phénomène de radioactivité, enfin seulement en partie. En effet, la radioactivité, ça concerne les atomes qui sont instables et qui vont chercher à se stabiliser, soit lorsqu'ils sont trop lourds en expulsant une particule, c'est la fission atomique, soit lorsqu'ils sont trop légers en s'associant à d'autres atomes légers, c'est la fusion atomique. Alors, dans le cas de la fission atomique, il existe 3 types de désintégration. La première, c'est la désintégration alpha. L'atome va se stabiliser en éjectant un noyau d'hélium qu'on appelle particule alpha. Le rayonnement alpha est vraiment le rayonnement le moins dangereux de la radioactivité. Il peut tout simplement être arrêté grâce à une feuille de papier. Le deuxième type de désintégration, c'est la désintégration bêta. Tout simplement, dans la désintégration bêta, un neutron peut devenir un proton en expulsant un électron. C'est le rayonnement bêta-. Mais un proton peut également devenir un neutron en expulsant un positon, c'est-à-dire la charge positive du proton. C'est le rayonnement bêta+. Contrairement au rayon alpha, les rayons bêta passent une feuille de papier. Mais ils sont quand même arrêtés par une feuille d'aluminium. Et enfin, le troisième type de désintégration, la star de la fission atomique, celle qui nous a donné Hulk dans les comics, je parle du rayonnement gamma. Ce rayonnement, c'est tout simplement les atomes qui vont chercher à expulser des photons très énergétiques. En fait, ils se débarrassent tout simplement de toute l'énergie qu'il a emmagasinée pendant la fission de son noyau, et c'est pour ça que c'est le rayonnement le plus dangereux. On peut se dire, bon, c'est juste de l'énergie, mais faut bien penser, le feu aussi, c'est de l'énergie. Pourtant, on va pas mettre sa main dedans.
Et alors là, vous ne pourrez pas être protégé ni par une feuille de papier, ni par une feuille d'aluminium, hein. Faut bien y penser. Pour pouvoir stopper les rayons gamma, il faut plusieurs mètres d'épaisseur de béton ou plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur de plomb. Et la raison de la dangerosité de ce rayonnement gamma, c'est tout simplement parce qu'il s'agit d'un rayon ionisant. C'est-à-dire que lorsqu'il touche un atome, il le fait passer directement à l'état d'ion. Par exemple, si un homme se fait irradier par des rayons gamma, certaines de ses cellules vont tout simplement être détruites. Mais heureusement, un atome, ça reste pas radioactif indéfiniment. Il est caractérisé par une période radioactive ou un temps de demi-vie. C'est le temps au bout duquel 50% des radioisotopes se seront désintégrés. Par exemple, l'uranium-238 a un temps de demi-vie de 4,5 milliards d'années. Imaginez un peu, vous prenez un échantillon d'uranium, il va falloir 4,5 milliards d'années pour que seulement la moitié des radioisotopes présents dans l'échantillon se soient complètement désintégrés. Et je peux vous dire que c'est long, très long. En général, on caractérise des matériaux radioactifs par leur temps de demi-vie, tout simplement parce que la décroissance de leur radioactivité n'est pas linéaire, elle n'est pas constante. Elle suit une décroissance exponentielle, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de désintégration au début, puis de moins en moins, comme on peut le voir sur cette courbe. Mais par chance, cette décroissance, elle est prévisible. C'est d'ailleurs grâce à elle qu'on peut faire la datation des objets grâce au carbone 14 qu'ils contiennent. Carbone 14 qui est, je le rappelle, un isotope du carbone 12. Et pour ce faire, on a juste à appliquer la loi X égale à ln de 2 sur le temps de demi-vie de l'isotope. Justement, vu qu'on parle de désintégration, il s'agit tout simplement de l'unité de base qui va nous permettre de quantifier les phénomènes de radioactivité. Lorsque l'on mesure l'activité d'une matière radioactive, on va utiliser le Becquerel. Et oui, Henri Becquerel. Et le Becquerel, ça correspond tout simplement à une désintégration par seconde. Mais ce n'est pas la seule unité qu'on va utiliser en radioactivité. Il y a d'abord le Gray qui va permettre de mesurer la dose physiquement absorbée par 1 kg de matière exposée à des radiations. On va le noter en joules par kilo, parce que joule, c'est l'énergie que va absorber la matière. Et ensuite, il y a le sievert, que tout le monde connaît, mais que personne ne sait expliquer. Alors le sievert, qu'est-ce que c'est? Le sievert, c'est une unité qui permet de mesurer les doses de radiation reçues par la matière vivante. C'est d'ailleurs grâce à ces doses qu'on a pu établir des paliers d'exposition de radiation de l'homme. Et chacun de ces paliers présente des effets néfastes sur notre corps. Tout n'est question que de doses. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, absolument tout ce qui nous entoure est radioactif. Alors par exemple, l'eau que vous buvez normalement tous les jours, qu'elle soit minérale ou du robinet, elle émet naturellement 0,1 millisieverts par an. Une simple banane, eh bien 36 microsieverts par an si vous en mangez une par jour. Même un voyage en avion vous expose à des radiations, tout simplement à cause des vents solaires, parce qu'il y a de la fusion et de la fission au sein des étoiles, comme le Soleil par exemple. Alors pas de panique, en dessous de 1000 millisieverts, il n'y a aucun symptôme, tout va bien pour l'homme. Et tant mieux en fait, parce que vu que tout ce qu'on boit, tout ce qu'on mange et tout ce qui nous entoure nous expose des radiations, on serait mal sinon. Par contre, au-delà de ces 1000 millisieverts, il y a plusieurs choses plus ou moins graves qui arrivent. Ça peut partir de la simple fatigue, au vomissement, la stérilité, la densité osseuse qui diminue et ça peut aller jusqu'à la mort. Mais vraiment, pour en arriver là, il faut vraiment vous exposer à un cœur nucléaire sans aucune protection. On va éviter d'aller changer un cœur nucléaire en slip. D'ailleurs, vu qu'on parle de cœur nucléaire, ça va me permettre de vous parler des deux types de radioactivité. Et oui, il y a deux types de radioactivité. Il y a d'abord la radioactivité naturelle, celle qui est dite spontanée, ou alors la radioactivité artificielle, celle qui est provoquée. C'est d'ailleurs cette radioactivité artificielle qu'on utilise dans les centrales. La désintégration des isotopes produit beaucoup d'énergie, mais très lente. Pour avoir un bon paquet d'énergie, on va tout simplement provoquer la fission atomique. Alors, dans le cœur du réacteur, il s'agit tout simplement d'un combustible, de l'uranium-238, qu'on a enrichi avec de l'uranium-235. Cet uranium-235 est très important, parce que dès qu'il va recevoir un neutron, il va devenir de l'uranium-236 qui, pour se stabiliser, va dégager 2-3 neutrons et ainsi passer à l'uranium-234 qu'on a vu plus tôt. Mais comme je viens de vous le dire, en envoyant un neutron
sur l'uranium 235, eh bien, il va passer en uranium 236 et renvoyer 2-3 neutrons, etc., etc. Et voilà une belle réaction en chaîne qui va libérer un bon paquet d'énergie. Alors cette énergie, elle va venir réchauffer l'eau qui se trouve dans un circuit juste à côté du réacteur. L'eau va se transformer en vapeur et cette vapeur va entraîner une turbine qui va produire l'électricité. Et voilà l'énergie nucléaire dont tout le monde a peur. Ah, et au passage, l'espèce de grosse fumée blanche qui s'échappe des tours des centrales nucléaires, c'est juste de la vapeur d'eau. Donc dans un sens, elles produisent des gros nuages. Alors la radioactivité, ça sert vraiment pour plein de choses qui sont pas forcément toutes négatives, comme la production d'électricité, comme on vient de le voir, ou encore l'utilisation en imagerie médicale. C'est d'ailleurs le cas pour vos radios ou pour la scintigraphie qui permet de détecter les cancers. Comme on l'a vu tout à l'heure, les rayons gamma sont des rayons ionisants, c'est-à-dire qu'ils peuvent détruire des cellules. Et c'est d'ailleurs cette caractéristique qu'on va utiliser pour la radiothérapie, pour traiter les cancers. On va tout simplement cibler les cellules cancéreuses. Mais ce n'est pas tout. La radioactivité, ça permet également de faire de la datation au carbone 14, ce qui nous a permis de faire de magnifiques découvertes sur notre planète et sur notre passé. Bref, on n'a pas encore fini d'utiliser la radioactivité, autant pour l'utiliser de façon optimale que pour s'en protéger. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire, j'y répondrai ou quelqu'un y répondra et ça aidera les autres. Mettez un petit like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si mon contenu vous plaît et pourquoi pas en parler autour de vous. Plus on est de fous, plus on rit. Ah aussi, je vais rajouter un petit exercice à la fin des vidéos pour voir si vous avez bien compris l'essentiel. Sur ce, moi je vous laisse. Ciao. Et surtout, n'oubliez pas, la chimie, c'est la magie d'aujourd'hui.